dernier à se présenter dans la cage, Geoffrey Elliott. Clairement, mon but, c'est d'aller au plus loin de ce que je suis capable de faire. Et il y a énormément de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Tu vois, il faut être discipliné, il faut tout le temps te remettre en question, il faut avoir beaucoup d'abnégation. Des fois, ça ne fonctionne pas, tu te casses la gueule, comprendre pourquoi, et il faut continuer. Parce que tu vois, il y a un truc que j'aime bien dire, et pour moi, il n'y a que l'abandon qui est définitif. Tu vois. Salut les gars, nouveau podcast. On est en présence de Geoffrey, qui est un athlète MMA qu'on a sponsorisé avec Broadway. Et c'est quoi, première question, pourquoi tu as choisi Lankou comme blaze? Lankou, eh ben, en fait, c'est une histoire que me racontait ma grand-mère. Et Lankou, en gros, c'est de la mythologie bretonne. Vu que je suis originaire de Lorient, dans le Morbihan, en Bretagne. Et Lankou, c'est le passeur d'âme breton. Okay. En gros, c'est un petit peu la faucheuse. Ouais. Tout le monde connaît la faucheuse, en mode Son of Anarchy. Et ben là, c'est Lankou. Et en gros, grossièrement, son boulot à lui, c'est de faire passer l'âme d'un mort de notre monde à un autre monde. Okay. Donc c'est des légendes qui m'ont été racontées quand j'étais petit. Et suivant d'où tu vis, Lankou, il peut se matérialiser de différentes manières. C'est-à-dire que pour les gens qui vivent près de la mer, souvent ils venaient chercher les âmes avec une barque. Et pour les Bretons qui vivaient plutôt en zone, plutôt dans les terres bretonnes, il vient avec sa charrette. Ouais. Et on entendait un bruit très spécifique quand il y avait la charrette de Lankou. Ça faisait clic, clac. Et du coup, c'est comme ça qu'on savait qu'il y avait un mort dans le village. Okay. Et en fait, tout ça fait un peu référence à des peurs que je pouvais avoir quand j'étais petit, la charrette de Lankou, tout ça. C'est des trucs qui me sont restés dans la tête. Et puis, du coup, j'ai opté pour tout un délire un petit peu de dépassement de soi, dépassement de ses peurs par rapport à ça. Et je trouvais ça plutôt cool comme... Stylé. Et bien entendu pour faire référence du coup à mes origines bretonnes. Et puis en plus il a de la gueule. La personnification de la mort. C'est un squelette quoi. Ouais, c'est un squelette avec un chapeau breton, une grande faux. Et en fait vu que Lankou tue pas, la faux la lame de la faux est dans le contresens. Okay. C'est-à-dire que même s'il donne un coup de faux, il peut pas te tuer en gros. Ouais. Okay. Du coup c'est un petit peu ça. Et donc tu veux passer, quand tu es sur scène, en fait ton but c'est aussi de passer du coup l'âme du mec que tu affrontes autre part quoi. Ouais, il y a un petit délire comme ça, c'est ça. Ouais. Et en vrai tu devrais mettre dans ta musique d'intro, du coup un clic, clac, et ça serait incroyable. Ça serait incroyable mec. Ouais, je cherche là un petit peu à personnaliser mon intro, vu qu'on sait que c'est vraiment un moment de mise en scène aussi, à faire plus de connotations bretonnes. J'étais rentré sur un son d'Enez Prigent, je crois, c'est ça. Hein. C'est un son breton qui a tourné dans South Park, j'ai été choqué. Un jour, j'écoutais un son de South Park, je me dis, attends, je connais ce son. Je me dis, et c'était vraiment le multiverse. Quoi, c'était quelle musique de Dennis Prigent? C'est la plus connue. Okay. Celle qui a... avec les faucons noirs là. Ouais. Et c'est quand je combattais à Brest, à la Glace Arena, donc du coup je me suis dit, vu que les Brestois sont assez chauvins en plus, vu que je suis pas de Brest, je me suis dit comme ça je vais avoir le public dans la poche. Mais il y a quelques personnes qui ont réagi, mais pas tous, hein. C'est pas très connu quand même. Et, par contre, c'est connu mondialement, tu vois, mais peut-être dans notre âge. Très niché quoi. Ouais. Et mais cette musique je la kiffais vraiment bien, mais elle m'a pas assez donné de frisson. Elle m'a pas mis, j'ai pas été assez pas rentré dans le match par l'entrée, par la musique et tout. Donc du coup j'ai fait, faut que je travaille sur j'aimerais bien, parce que j'écoute quand même beaucoup de rap et tout, et puis le rap ça m'anime bien. J'aimerais bien faire un petit délire d'entrée avec une musique bretonne typique du biniou, de la bombarde, ce genre de choses. Un petit peu en mode celte, un petit peu son celte, et essayer de faire un drop en mode avec un son un peu plus de notre époque. Quoi. Ça pourrait être stylé. Mais j'y réfléchis. Il va rentrer sur du Manon, on va rien comprendre. C'est un peu cliché du coup. De ouf. Non mais un truc qui mélange tout ce qui est lié à la culture bretonne avec du rap quoi. Ça, rajouter des petits pics de la personne que je suis et du personnage que je veux montrer aussi. J'aime bien le côté être fier de ses racines, fier d'où tu viens. De toute manière, en règle générale, dans les sports comme dans le MMA, chaque personne aime représenter son sang et ses racines. C'est assez fréquent. Et puis c'est un hommage aussi à moi, à ma famille, à mes amis, à qui je suis. Ouais.
Bah, ça reste un sport, tu sais, un peu, je veux dire, tribal, tu vois, en mode, t'es contre un mec, tu dois le défoncer, quoi. Du coup, ça se rapproche de la rivalité entre différents territoires, différents pays. Ouais, ça peut carrément. C'est normal, hein, c'est normal. Ça a des connotations assez guerrières, disons. Ouais, voilà. Ok. Carrément. Là, ça fait combien de temps que tu as commencé le MMA? Le MMA, moi, ça va faire. C'est ma 4e année de MMA. Après, j'ai fait d'autres sports de combat. J'ai commencé le karaté à l'âge de 4 ans, jusqu'à mes 18 ans à peu près. Et après, je suis parti en études supérieures, donc du coup, j'étais plus trop motivé par tout ça. Et je faisais du foot aussi en parallèle. Donc, tu imagines bien que le côté festif du foot, quand t'as 18 ans, t'es avec tes potes, c'est plus facile que le côté très disciplinaire des sports de combat. Et après, jusqu'à mes 21 ans, j'ai plus trop pratiqué de sport de combat. Et il y a eu le Covid. Et puis je me suis replongé dedans mais complètement par hasard. C'est-à-dire que j'avais un peu un mal-être en moi, tu vois, j'étais pas bien. Je me sentais pas très bien dans ma peau. Tu sais, c'était dans mes tripes, quoi, tu vois. C'était dur à expliquer. Mais j'ai eu un moment où j'ai eu besoin d'extérioriser toute cette colère, un peu, cette violence qui était en moi. Je sentais qu'il montait. J'ai sorti mon vieux sac de frappe, j'ai renvoyé 2-3 coups de dent, je l'ai essoufflé au bout de 10 secondes, mais ça m'a fait un bien fou et j'ai compris qu'en fait c'était ça qui me manquait. Et du coup, pendant le Covid, je me suis entraîné avec un pote à moi, on s'entraînait. Fin du Covid, j'ai recommencé avec la boxe thaï, mais tu sais, c'était un peu en entre-deux aussi, les assos, un coup tu pouvais aller t'entraîner, un coup tu pouvais pas à cause du Covid. Donc du coup, c'était un peu chaud et ça a duré pendant 1 an et demi après cette situation-là. Mais deuxième confinement est tombé aussi. Donc là, je m'entraînais beaucoup plus. Et après, à la fin de ce deuxième confinement et entre guillemets à la fin du Covid, là, je me suis dit, ok, je me mets au MMA. Je laisse pas les choses avancer plus loin. Je me mets directement dans le sport numéro 1 en termes de confrontation. Et pour moi, ça se place vraiment sur la pyramide des sports de combat, tu vois. Vu que tu mélanges tous les sports de combat, forcément, c'est... Ouais, pourquoi le MMA et pas un autre sport? Justement pour ça, parce que le MMA regroupait tout et je voulais me dire que c'était vraiment l'esprit martial qui m'animait, c'est-à-dire me dire que je suis un combattant complet. C'est-à-dire que je sais frapper en position aérienne, donc debout, en striking, je sais lutter, je sais faire du grappling, je sais me relever, vraiment je suis complet, je sais tout faire. C'est-à-dire que martialement, on peut pas dire à tel ou tel sport tu me bats, non, je suis complet. Ouais. Okay. Et c'était vraiment ça qui m'animait dans un premier temps, c'était être un athlète, du moins un sportif des sports de combat vraiment complet et vraiment en suivant la voie martiale, parce que vu que j'ai connu ça depuis tout petit, et c'était quand même ce qui m'animait aussi et c'est ce qui m'a éduqué quelque part. Donc du coup c'était vraiment mon objectif et pourquoi le MMA, voilà pour ça tout simplement. Ok. Stylé. T'as un objectif précis dans le MMA ou le but c'est d'arriver le plus haut possible ou c'est plutôt un truc amateur que tu souhaites Non, moi clairement mon but c'est d'aller au plus loin de ce que je suis capable de faire. Okay. C'est-à-dire que si demain mon curseur arrive au niveau national, ce sera ça. Mais j'essaierai d'aller plus loin. Peut-être que ce sera niveau européen, peut-être que niveau international, on verra. Mais là, pour l'instant, j'ai la bonne surprise que par rapport à quand je suis rentré et que j'ai commencé le MMA, je pensais pas arriver aujourd'hui à ce que je suis capable de faire et dans les organisations dans lesquelles je combats. Et je sais encore qu'il y a énormément d'axes de progression et de marge de progression de ma part. Donc je sais très bien que je suis qu'au tout début de mon ascension, entre guillemets, du moins sportive. Et je vise, dans ma tête, là, je vise au moins le niveau européen. Au moins. Ok, stylé. C'est-à-dire des organisations comme Ares en France, comme le PFL, comme le KSW. C'est vraiment quelque chose que je vis sur le moyen terme. Là. Ok, et là j'imagine que tu peux pas en vivre là, du MMA. Non, pour le moment c'est impossible parce que je suis encore dans ma carrière amateur. La grosse difficulté du MMA aujourd'hui, c'est que tu n'as pas d'entre-deux. C'est-à-dire soit tu es professionnel, soit tu es amateur. Mais tu peux être amateur, combattre dans un gala devant 50 personnes, comme amateur et combattre dans un gala devant 5000 personnes. Forcément, ce n'est pas les mêmes enjeux, que ce soit médiatiquement ou même l'aspect du public. Moi aujourd'hui, mon dernier combat, j'ai combattu à l'H Arena à Nantes, 5000 spectateurs, 5500, filmé par RMC Sport.
Donc tu vois, tu as plein d'enjeux médiatiques qui sont avec mise en situation, c'est-à-dire conférence de presse, photos. Et tu sais que tu as 5000 personnes dans la salle, plus les gens qui regardent, toute ta famille qui regarde, parce que c'est diffusé. Donc moi je considère plus ça comme de l'amateurisme, mais plutôt sur une version semi-pro, si on veut mettre dans une case dans des sports qui sont un peu plus développés. Donc c'est pour ça que je suis vraiment sur la période transitoire vers le monde professionnel. Ok. Mais du coup, vu que je suis amateur, je suis pas payé. Ouais. Les Mais je organisations, trouve ça ouf que à un niveau amateur, tu arrives à faire venir genre 5000 personnes pour regarder des combats de MMA, tu vois. parce que les gens sont pas encore. En fait, ils font pas la différence entre des combattants amateurs ou des combattants professionnels. Les organisations ont bien compris ça, je pense. C'est-à-dire que pour eux, c'est bénéfique. Ils vont faire venir, admettons, t'as 10 combats, t'en as 5 pros, t'as 5 combats pros et 5 combats amateurs. Les gens du départ vont être. Les gens au départ de la carte, ce sera des amateurs, mais ils vont quand même être. Vu que c'est nouveau, pour eux, c'est du spectacle, ils vont quand même consommer ça comme si c'était des professionnels. Et après, à la moitié de carte, ils vont se dire ah bah tiens, ils ont plus les protections, le temps est un peu plus long. Ah ok, là l'intensité c'est plus la même, il y a le droit au coup de coude, etc. Mais dans un premier temps, ils font pas trop attention. Vu qu'ils viennent voir un sport nouveau et qu'ils connaissent pas, et bah, ces détails-là, c'est très petit. Et du coup, les orgas peuvent jouer dessus, parce que forcément, si tu as la moitié de ta carte où c'est des amateurs que tu payes pas, bah, en termes de financièrement, c'est intéressant. Ouais. Mais d'un autre côté, ça aide les amateurs à être potentiellement mis en avant, tu vois. C'est ça, c'est leurs arguments, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est-à-dire que du coup, grâce à eux, on bénéficie d'une grosse médiatisation et d'un traitement professionnel. C'est-à-dire que c'est déjà un premier pas pour derrière, après, évoluer et passer potentiellement professionnel. Puis ça nous permet de marquer les esprits aussi. Si tu fais des gros combats en amateur dans des organisations qui, eux, ont un gala professionnel aussi, forcément, derrière, ils vont être intéressés pour te pousser à combattre chez eux en tant que pro. Comment tu passes pro, du coup? Il y a pas de club, Alors, il n'y a pas de... Pour passer professionnel, tu vas avoir minimum, il me semble, 5 combats ou 6 combats amateurs, gagnés ou perdus, peu importe, mais tu es obligé d'avoir une expérience en tant qu'amateur. Je me demande si c'est pas 4. Enfin bref, entre 4 et 6 combats, disons. Ok. Et après, tu peux te dire, je passe professionnel. Donc demain, moi, je peux dire, ok les gars, maintenant je combats, mais que en professionnel. Après, il faut avoir les contacts pour pouvoir combattre dans des organisations professionnelles. Donc, J'ai les contacts. bon, bah, si tu as les contacts, vas-y, on signe. J'ai quelques contacts dans les MMA. Ah ouais? Ouais. Bah, tu vois, typiquement, ça, admettons, par exemple, si toi tu me mets en contact avec des gens qui ont des galas professionnels, bah là, pour moi, ça peut être plus facile. Ok. Mais si tu passes. Si t'as pas. Là où je veux en venir, c'est si t'as pas un petit peu construit ton image, ton personnage et tes réseaux sociaux, c'est plus compliqué pour toi parce que. En fait, t'es une marchandise quelque part pour les organisateurs et eux, ils vont faire tourner leur gala en allant chez des gens qui sont médiatiquement intéressants. Donc, il y a aussi un travail sur ton image à faire pour optimiser le fait que tu passes en pro. Et quand tu passes en pro, ok, bah, tu vas gagner un petit peu d'argent parce que tu es la personne que tu es sur les réseaux et que les organisations ont tout intérêt à te faire combattre, quoi. Donc en fait, tu as vraiment plusieurs aspects. Tu as l'aspect sportif et l'aspect marketing, purement marketing. Tu vois par exemple un mec comme Paul Dena, tout le monde le connaît. Le mec il passe pro, là tu peux être sûr que tu as les meilleures organisations françaises et européennes qui vont vouloir le faire signer parce que tu peux être sûr qu'il va te vendre sur 10 000 tickets, il va peut-être t'en vendre 2000 ou 3000. C'est hyper intéressant pour Là, il est encore amateur. Non, là il vient de passer pro à l'Hexagone MMA. Ça, c'est une Ça, ligue. C'est un truc français. Ouais, c'est une ligue française, ouais. Ok, chouette. Si tu veux, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui pour moi, hein, le classement des orgas françaises, j'aurais mis Ares en premier. Ensuite Hexagone MMA et derrière le COF. Mais le COF vient de se péter la gueule. Parce qu'il y a eu des différends internes, problèmes financiers, tout ça quoi. Ça montre encore une fois que le MMA est quand même pas très stable et qu'il faut quand même se méfier en tant que sportif aussi, de ne pas se faire avoir par les orgas. Parce que typiquement au COF, là, si tu signes un multi-fight, donc tu as différents types de contrats, tu peux soit signer un contrat pour un combat unique, donc tu fais ton combat, c'est fini. Mais tu peux aussi signer sur des multi-fights. Donc c'est-à-dire qu'il y a, mettons, 3, 4, 5 combats. Sauf qu'imagine, tu signes sur un multi-fight à 5 combats, tu as fait ton premier combat,
Leur gars, elle se pète la gueule, ça prend du temps, etc. Mais pour l'instant, tu es toujours sous contrat avec eux parce qu'ils sont pas encore en liquidation judiciaire ou enfin ils existent encore juridiquement. Donc du coup, tu peux être bloqué à cause de ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très bien entouré par des bons managers, par des gens aussi qui veulent ton bien et surtout, il faut même des avocats ou des juristes pour bien lire les contrats, bien lire les sous-lignes surtout. Ok. Donc faut maîtriser l'écosystème avant de passer pro à mon avis, que ce soit donc, comme je disais sportivement, médiatiquement, mais aussi sur d'autres aspects plutôt juridiques ou même comme quand tu ouvres une société quoi. C'est vraiment t'es ta société donc faut que tu sois chaud sur tous les points. Sinon tu peux vite te faire avoir et perdre du temps. Et puis c'est un peu une course au temps parce que moi tu vois j'ai déjà 26 ans. C'est-à-dire que là, je vais passer pro à 26 ans, je compte combattre jusqu'à 35-36 ans, mais après, c'est fini, quoi. Donc en 10 ans, tu fais... allez, si tu arrives à faire 3-4 combats par an, c'est très bien, en considérant que tu ne te blesses pas, tout ça, donc ça va assez vite au final. Ouais. Voilà, faut Ok. pas perdre de temps. Là, t'as combien de combats déjà en amateur? Là, j'ai 8 combats, j'ai 4 victoires pour 4 défaites. Et j'ai aussi d'autres combats en karaté mix, mais c'est pas référencé en tant que MMA. Et là, il me semble que j'ai 10 combats et je dois avoir 9 victoires pour une défaite, un truc comme ça. Ok. Mais c'est dans la fédération de karaté, parce qu'il y a aussi un peu une guéguerre de qui récupère le MMA au niveau des fédérations, parce que vu que c'est le sport de combat numéro 1 en France aujourd'hui, chaque fédération fait son MMA et pour attirer des licenciés en fait. Comme ça, créer des compétitions et puis faire rentrer de l'argent forcément. Et moi, au tout départ, j'ai commencé par le karaté mixte, parce que c'était une forme de MMA, ou plutôt de pancrace à l'époque, où tu n'avais pas le droit de les frapper au sol, mais tu avais le droit de lutter, tu avais le droit de grappler, tu avais le droit de striker. Et c'était une bonne première approche pour pouvoir commencer à rentrer dans une cage et combattre en plein contact. Donc j'ai fait un peu mes armes comme ça. Et ensuite, quand je suis vraiment rentré sur des galas MMA, parce que j'ai pas fait beaucoup de championnats, après je suis rentré directement sur des galas de MMA au bout de 2 ans de pratique. Et là, je me suis confronté vraiment à la réalité des choses. J'ai pris 3 défaites d'un coup. J'ai pris des mecs. J'ai accepté des combats durs, mais ça m'a forgé, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé quand même avec 3 défaites. Ça m'a fait un petit peu mal. Ça fait un peu mal, tu vois, en termes de gestion de tout ça, tu vois. Et après, j'ai su remonter petit à petit. Et puis là, aujourd'hui, c'est cool parce que j'ai quand même, en acceptant ces bourbiers, disons, j'ai su me faire remarquer par les organisations et ça fait partie de mon histoire et ça fait aussi ça explique pourquoi je combats dans des belles organisations aujourd'hui et ça c'est trop cool. Ok. Ouais, c'est vraiment trop cool. Ok. Quand tu vas passer en pro, est-ce que le compteur il se remet pas à 0? Si, le compteur se remet à 0. Donc c'est pour ça il y a des petites polémiques actuellement dans les MMA, c'est que tu as beaucoup d'amateurs qui choisissent leur combat et font en sorte d'avoir des oppositions faciles pour déjà construire leur carrière amateur et gonfler leur stats. Sauf que c'est un peu contre-productif parce que c'est un petit peu... Là, c'est ton joker. C'est-à-dire que tu peux aller justement te confronter à des combattants qui sont potentiellement plus forts que toi ou du moins qui ont des styles qui sont vraiment compliqués. Par exemple, pour un striker, tu prends un gros lutteur, c'est compliqué, tu vois. C'est vraiment des oppositions de style. Mais c'est intéressant de le faire pour justement aller voir ce que tu as dans les tripes, voir comment tu réagis et derrière pouvoir mettre des axes d'amélioration à tout ça. Si ça s'est bien passé ou même si ça s'est mal passé forcément. Parce que quand tu es en pro, là tu n'as plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu fais 1 défaite, 2 défaites, 3 défaites, t'es plus intéressant pour les orgas, tu es sur le déclin, les gens vont plus te regarder. Enfin, Ouais. ça peut vraiment... Ouais, compliqué de faire une la marche cote arrière de ton derrière, quoi. image descend quoi sur le. Exactement. Donc là, On le verra avec Benoît Saint-Denis là, il y a pas longtemps, c'est son 3e combat, s'il perd, ça risque d'être compliqué je pense. ça va être compliqué, mais c'est horrible parce que tu te dis que ce mec-là, pareil, il est monté au sommet. C'était le héros français du MMA, tu vois. Et s'il enchaîne ces 3 défaites là, ça va être il est surcoté, machin. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'il a pris des gros combattants. Il était peut-être mal entouré à un moment aussi, et puis là il essaie de se reconstruire. Mais là je pense qu'avec Nicolas Hoth là, c'est un des meilleurs entraîneurs, des meilleurs head coach français actuels. Il a Nassourdine Imavov aussi. Et je pense que ça va changer complètement son jeu pour Benoît, et j'espère. Ok. Nicolas Hoth, je crois connaître. Ouais, c'est un préparateur physique que Je je vais bien regarder, connu.
Il a dû passer sur un autre podcast, la biomécanique, si je dis pas Oui, de bêtises. oui, exactement. c'est lui, Ouais, je l'ai ok, écouté. Ouais. Et 2 fois même. Je crois qu'il est venu 2 fois sur Et il est Bibliothèque. intéressant. Ouais, il est hyper intéressant. En fait, il a. Déjà, tu vois, c'est des gens qui sont ouverts à tout. C'est-à-dire que dans les sports de combat ou même dans les arts martiaux, t'as beaucoup de gens qui pensent tout connaître. C'est tout connaître et ils ont. Bah, même dans la musculation un petit peu. Hein. Tu sais, c'est les anciens qui s'ouvrent pas et qui ont une manière de fonctionner et qui restent dans des dogmes et tout, de leur façon et c'est pas autrement, etc. etc. C'est bien, mais ça a des limites parfois. Et Nicolas, c'est le genre de gars qui, qui est capable d'entendre tout, de prendre ce qui est bien, d'enlever ce qui est mauvais pour son athlète. Et ça, c'est ouf. Vraiment, pour moi, c'est la nouvelle génération de coachs. Et il fait beaucoup de bien au MMA français. Vraiment, ce mec-là, il est hyper intéressant, même que ce soit pour la préparation physique, pour la musculation en général, il est hyper intéressant. Ok. Et j'avais écouté aussi le podcast là, de mécanique. Là. Son deuxième, je crois pas que j'ai écouté le premier. Moi, je vais écouter le premier. Ah oui, Le deuxième, ouais, tu vois. je sais plus. Là, tu parles de préparation. Est-ce que toi, de ton côté, en tant qu'amateur, tu as une préparation spécifique avec des entraînements vraiment spécifiques? Et si oui, comment tu t'organises, genre sur, je sais pas, une semaine, un mois, pour préparer un match, par exemple? Ouais. Bah, alors moi, typiquement, sur ma préparation physique, je suis accompagné. Parce que je suis aussi coach sportif, mais j'avais une grosse charge mentale par rapport à ça. Je pensais tout le temps à comment mieux optimiser mes performances, comment mieux développer mes qualités physiques et tout. Et puis ça me bouffait en fait. Tu tombes sur des TikTok, tu te dis ah ouais, il fait ci, ah ouais, il fait ça, ok, ça peut être pas mal. Puis au final, du coup, je pensais tout le temps à ça. J'essayais tout le temps de construire des séances qui avaient du sens et tout. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas ça. Moi, mon métier, enfin, mon travail, c'est de me concentrer sur la technique, sur le spécifique de mon sport. Et donc, du coup, j'ai rencontré un préparateur physique qui s'appelle Cage Performance. Et c'est lui qui s'occupe de tout ça. Je délègue complètement et au moins, je sais que j'ai pas à penser à ça. Et c'est parfait. Et ça s'est vu sur mes qualités physiques. J'ai développé mon physique de manière vraiment incroyable et spécialisée pour le MMA en spécifique. Et souvent les gens me disent ouais, tu fais combien de séances de prépa par semaine, etc. Au final, j'en fais qu'une. Je fais qu'une séance de préparation physique par semaine parce que déjà je fais de la prépa physique en spécifique dans mon sport. On est sur un sport de préhension où tu serres beaucoup, où après des fois tu vas devoir exploser en frappant, en étant très explosif, très relâché. Déjà, donc t'as déjà, et puis même que ce soit sur le côté cardiovasculaire, c'est très physique. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, vu que toi tu cherches à combattre, donc c'est intéressant de faire beaucoup de spécifiques. Donc je fais 95% de mon temps, c'est du spécifique, donc de l'entraînement technique, sur différents types d'intensité forcément. Et donc j'ai cette fameuse préparation physique. Donc j'en fais une, et puis on travaille sur mes qualités physiques. On a fait un gros travail sur le développement de ma force. Parce que pour aller chercher après à être plus puissant, plus rapide ou plus endurant, si derrière tu as des déficits en force, ça va, tu pourras pas aller chercher ton plein potentiel, quoi. Donc pour l'instant, là on travaille, ça fait déjà 3 ans qu'on est ensemble, et on va dire que là je commence à peu près, je trouve, à avoir des bons niveaux de force pour mon sport. Hein. Bien sûr, je suis pas un powerlifter ou quoi, c'est pas mon sport. Tu me verras jamais soulever 200 kg au squat ou quoi, tu vois. Mais C'est pas le but. C'est pas le but, exactement. Le but, c'est de bien calibrer ça. Et c'est pour ça que j'encourage tous les gens qui veulent performer dans le sport à bien s'entourer aussi au niveau de ça. D'avoir un staff très costaud là-dessus. Parce que tu vois beaucoup de personnes qui vont faire aller 3, 4, 5 préparations physiques dans la semaine pour le MMA. Et sauf que quand tu fais tes 5 préparations physiques dans la semaine pour le MMA, c'est 5 fois, tu passes pas ton temps à driller tes techniques, à réviser ton game plan, à t'entraîner en spécifique dans ton training, dans tes entraînements. Donc du coup, pour moi, c'est mieux d'optimiser, aller sur max 2 séances de préparation physique, mais bien calibrer tout ce qu'il faut. Et donc voilà comment je m'organise, grosso modo. Puis après, forcément, quand on rentre sur une période de fight, c'est un petit peu spécial aussi, parce qu'on a une échéance. Donc l'idée, c'est sur la temporalité, en fonction de quand est-ce qu'on a su que le fight arrivait, je sais pas si c'est 1 mois, 2 mois avant, 3 mois avant, en fonction tu fais un gros développement de ta force, puis après tu passes sur de la puissance, après sur l'endurance de force, et après sur l'explo pour finir, par exemple, tu vois, ce genre de choses, ça peut être découpé comme ça. Ouais, sous forme de cycle. Ouais, sous forme de cycle,
pour être le plus affûté possible le jour de l'échéance. Ok. Et en prenant en compte toute la charge d'entraînement que tu as autour, quoi. Donc forcément, par exemple, pour de la force, tu travailles pas trop en pourcentage de force ou quoi, tu travailles plutôt en ressenti par rapport aussi à ton athlète, tu vois, en RPE. Moi j'aime bien travailler comme ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis fatigué parce que hier j'ai eu une grosse session de sparring, forcément mes niveaux de force et d'afflux nerveux ils seront pas pareils que si j'étais frais. Donc, si je me base sur mon 1RM, c'est pas forcément hyper intéressant, tu vois, parce que je peux me blesser ou nerveusement je peux me péter, quoi. Donc on travaille beaucoup sur le RPE, sur le ressenti, et je trouve ça hyper intéressant pour les sports de combat de travailler comme ça. Ou du moins je pense pour quand tu travailles en préparation physique, pour n'importe quel sport. Parce que voilà, c'est pas notre sport, c'est pas notre basique, c'est pas de chercher à lever des barres à 300 kg, 400 kg, ça nous c'est pas notre job. Ouais, carrément. Ok. Donc, c'est annexe, mais c'est essentiel pour être un bon athlète aujourd'hui, je pense. D'un point de vue nutrition, tu gères comment ta nutrition? T'as pas de diététicien, j'imagine? Si, t'as un diététicien? Et comment tu payes tout ça? Vu que tu peux pas vivre du MMA. Je paye par mes coachings, grâce à mes coachings, grâce à quelques petits sponsors. Puis en vrai, je serre la ceinture, hein, c'est tout. Je sais que c'est ma priorité. Bah, je pars pas en vacances. Par exemple, l'été, je vais charbonner. J'ai un de mes sponsors qui a un fast-food. Bah, je travaille au fast-food, tu vois. Ok. Ouais, c'est des food trucks. Ça s'appelle Uncle Braze. Breton encore. Attends, ça me dit quelque chose, gros. Hein, ah oui, J'ai mangé avec chez eux, il y avait un événement dans une écurie, ça m'étonne pas. Cowboy Braze, un truc comme ça, ils étaient là-bas. Ils avaient quoi, la caravane, non? Caravane, ouais. Ouais. Bah, tu vois, je travaille dans cette caravane. Ok. L'été, on va sur les festivals et tout. Mais moi, je kiffe, ça me permet de couper et tout. Mais voilà, tu vois, je fais des sacrifices en fait. C'est comme ça que j'arrive à payer tout ça. Je pars pas beaucoup en vacances. Je sors pas, socialement je me coupe parce que je sais que ça me coûte de l'argent et que voilà, de toute façon c'est pas dans mes priorités. Et tu fais des concessions comme ça, et puis, mais ça m'empêche pas de kiffer ma vie, tu vois. C'est un choix que j'ai fait et j'ai des objectifs. Et si je veux me respecter moi, je suis obligé de faire ces concessions. Et du coup, je paye un diététicien. Pourquoi? Parce que j'ai fait des gros régimes qui étaient... Je m'y connais bien, vu que je suis coach, je m'y connais plutôt bien en nutrition quand même. Mais tu fais toujours des conneries, tu vois, surtout quand c'est sur toi. Et j'ai fait des grosses pertes de poids qui m'ont mentalement, derrière, après les combats, ça m'a massacré. T'as eu des TCA? TCA, trouble du comportement après. Tu pars dans des crises d'hyperphagie, ce genre de trucs. Oui, c'est classique. Ouais, qui peut te rendre fou. Bah, je pense que dans la muscu, etc., des gros mecs, les mecs qui font des grosses sèches, etc., ils font la même. Puis t'es tout le temps, tu penses qu'à bouffer, quoi. Même que t'as plus faim, t'es encore en train de bouffer. Et c'est horrible. C'est horrible, tu vois. J'avais combattu en moins de 77 kilos. Sur mon 3e combat, j'avais pas eu le choix de combattre à ce poids-là. C'était pesé la veille. Je pars de 90 kilos, en un mois, je perds 13 kilos. Putain. C'est énorme. Et sans faire de cut hydrique? Ah, il y a quand même avec ça. Putain, mais tu devais être KO, non? Ouais, c'était dur, ouais. Surtout qu'on combattait en juin et tout, du coup j'étais mort, c'était mon premier cutting en plus, donc je savais pas forcément comment le gérer. Et du coup après je me suis dit ok, faut que je m'entoure bien là-dessus. Il y a un bon diététicien, je fais des petites pubs comme ça, c'est gratuit. Il s'appelle Lift It, qui est un bon diététicien dans le milieu du MMA. Et si tu veux, lui il me fait mon plan alimentaire par rapport à mon échéance. Et comme ça on peut... Je sais que c'est pareil, bah, comme la prépa physique, je délaisse, ça me bouffe dans la tête, et puis je suis le plan de manière bête et méchante, et puis ça descend, en termes d'énergie je suis bien, j'ai le jus pour mes entraînements et tout, et le poids il descend, donc c'est parfait. Et en plus je me frustre un peu moins aussi, même si c'est toujours pas trop ça. Ouais. Tu manges combien de calories là, par jour? En phase temps de... normal, Ouais, en temps normal. En temps normal, je sais pas. Tu calcules pas? Je calcule pas, non. Et en période juste avant, enfin pré-combat? On va dire sur, allez, si j'ai 6 semaines, les 2 premières semaines tu vas être à 2400, ensuite les 2 autres qui suivent entre 2000 et 2200, et ensuite les dernières, allez, entre 1500 et 1800. Quoi. Putain, 1500 c'est chaud. Sur une dépense Tu fais calorique. un rebond avant match? Ouais, je fais un petit rebond parce qu'en amateur t'es pesé le matin. Un jour avant? Ah non, le matin? Le matin, ouais. Donc t'as 6-7 heures pour récupérer 8 heures, allez.
Ah, tu Ok. prends Et ta- un rebond dans la période des. dans la journée. Tu prends ta crème de riz, quoi. Ma crème de riz Broadway là. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est parfait pour faire un rebond en termes de glucides, ouais. Parce que pour les personnes qui savent pas, en gros, quand nous on est des combattants, on vise à perdre du poids, on perd surtout de la flotte. Mais on la perd en transpirant, mais on la perd aussi en vidant nos réserves de glycogène. Et c'est pour ça qu'on peut reprendre beaucoup de poids, c'est-à-dire que dès qu'on va recharger en glucides, bah, nos muscles ils vont se regonfler en glucides et on va reprendre du poids avec la flotte qu'il y a dans les glucides, quoi. Ouais. Et donc voilà, ça marche pour du court terme, mais ça peut pas marcher pour des gens qui veulent vraiment perdre du poids, quoi. Ah non, C'est vraiment. c'est pas le même objectif. Voilà, c'est pas le même objectif. Mais c'est pour bien démystifier les choses parce que les gens me disent ah, mais comment tu fais pour perdre autant de poids, etc. Je dis juste que moi, c'est pas pour du long terme, quoi. Toi aussi, tu peux le faire, mais dès que tu vas manger un repas riche, tu vas gonfler, quoi. Et puis d'un point de vue de santé, c'est pas forcément ce qu'on recommande. Ah non, bien sûr que non. Mais ouais, donc du coup, quand t'es à 1500 kcal pour une dépense, je pense à 3000 kcal sur ta journée, là, ça pique un peu. Mais c'est pour ça qu'il faut être Horrible. Mais c'est là que les compléments alimentaires sont intéressants parce que. Bah après, 1 kcal en moins, c'est des kilocals en moins, même si tu veux des bien compléments sûr, alimentaires. mais surtout sur ton système immunitaire. Ouais, C'est-à-dire que si t'es ouais, tout ce qui complémentaire est en vitamines et tout, ouais. etc., Ouais, c'est clair. ça t'évite de. Parce que là, t'es faible, t'es plus à même de choper des merdes, quoi, Mm. de tomber malade, etc. Bah hormonalement, c'est compliqué. C'est ça. Du coup, t'as besoin de zinc, Ouais. tout ça. T'as Quoi. besoin de zinc, t'as besoin de magnésium aussi pour le système nerveux, multivitamines. Ça, c'est des bons petits trucs que je peux conseiller quand t'es en grosse perte de poids. Typiquement, quand je suis là en mode off, je prends pas trop de compléments, beaucoup, Ouais. tu vois. Parce que déjà, ça a un coût aussi, et puis j'y vois pas trop l'intérêt, tu vois. Parce que je sais que ma nutrition va être assez riche. Parce que typiquement, quand t'es en déficit calorique, bah, tu peux même pas trop manger de fruits, tu vois. Tu manges un fruit par jour, parce que ça reste du sucre. Et puis le sucre, c'est pas mal de calories. Du coup, bah, vitamine C à fond, multivitamine à fond. Et, Quand tu fais un combat la veille, t'es stressé? Ou t'arrives à gérer ce stress? c'est un peu bizarre, c'est un mélange de. Moi, je suis quelqu'un de très stressé, mais longtemps avant. C'est bizarre, hein, c'est quand tu vas m'annoncer le combat et tout, là, je vais avoir la boule au ventre et tout, j'ai une grosse montée de stress, j'ai plus faim. Une fois, on m'avait appelé comme ça, on m'appelle. J'avais fait mon petit plat et tout, il me donnait trop envie. Je décroche, ouais, salut Geoffrey, est-ce que tu es disponible pour combattre telle date? Ouais, je suis là, ouais, ok, pas de soucis. Je raccroche, j'avais plus faim en fait, le stress était tellement monté, ça m'avait bloqué l'appétit, une boule au bide, tu vois. Et plus j'approche, moins je stresse, parce que comme si j'avais accepté le fait que j'allais combattre, tu vois. Et que je suis tellement avec ce stress-là des premiers jours, qui se dissimule plus, Ouais. vraiment jusqu'à presque plus avoir de stress. Et forcément, je suis stressé, hein, bien sûr, mais c'est pas genre un stress, genre je dors bien, je suis bien, je suis. Ouais, c'était ça ma détendu. question derrière. Ouais. C'était est-ce que genre la veille, t'arrives à bien dormir ou non? Parce que tu sais, on parlait de Ouais. compléments et en fait, je voulais embarquer sur la La mélatonine. mélatonine. Si c'était quelque chose que t'avais déjà essayé ou pas du tout. Ouais, je la prends dans. Comment dire, enfin, je prends pas de mélatonine, je prends un complexe magnésium zinc en gros. Ouais, ZNB. Du zinc et magnésium, du coup, je trouve que ça marche bien. Ok. Et mélatonine, je crois que j'avais déjà essayé à l'ancienne, j'en ai pas réessayé depuis. Mais par contre, ouais, j'en ai besoin parce que je cogite beaucoup. C'est-à-dire que tu sais, t'es tout le temps en train de te faire le film. Tu te fais le film, tu te fais le film, tu te fais le film. Genre, ouais, t'imagines, ok, c'est pas ça, il va se passer tac, oh, il va me mettre boum boum. Et dans ta tête, tu te fais des Ouais, je vois. scénarios de fou. Et c'est ça qui m'empêche de dormir plus. Parce que- Ouais, bah, du coup, c'est quand même une gestion du stress parce que Oui, c'est indirectement. Et donc ça peut être intéressant pour Ouais. te. Mais en fait, j'ai eu cette réflexion-là avec Aubin, qui est un athlète qui fait du street lifting. Ouais. Et il me disait que lui, il avait cet avantage-là, c'est que avant chaque compétition, c'était pas trop connu, tu vois, de faire ça. Il prenait genre de la mélatonine, enfin notre ZMB du coup, qui est un mélange de zinc, magnésium, vitamine B6 et mélatonine, avant ses compétitions. Comme ça, il dormait peinard.
Et en fait, il avait une meilleure, entre guillemets, récupération que ses adversaires, et ce qui faisait qu'il performait peut-être mieux grâce à ça, tu vois. Et il le ressentait comme ça. Il le ressentait comme ça. Ok, bah oui. Et c'est un truc, genre, tu sais, j'avais jamais pensé, moi, de prendre de la mélatonine un jour avant ta compétition pour être bien dormir. Surdosé. Ah oui, Ouais, genre intéressant. il s'envoie un shoot, genre. Je sais pas s'il se mettait une dose normale. Je pense qu'il se met une dose normale. Ouais. Mais déjà, la dose normale est bien. Bah, ça te permet de dormir. Ouais. Moi je sais que j'ai pas mal de. En fait, c'est assez cyclique, c'est périodique. Il y a des moments dans ma vie où je dors très mal. Il y a d'autres moments où je dors comme un bébé. Mais je sais que carrément à un moment dans ma vie, tellement je galérais, je m'étais renseigné, enfin j'avais pris des huiles de CBD. Et ça m'avait vraiment fait du bien. Je sais pas si c'était placebo ou quoi. Mais vu que je voulais pas tomber dans un système de si j'ai pas mon huile de CBD, je vais pas réussir à dormir, tu vois, j'ai arrêté. Mais j'avais fait, et du jour au lendemain, j'étais parti comme un bébé. Mais tout ça pour dire que le sommeil c'est important, et pour des athlètes dans tous les cas, c'est sur la pyramide de ce qu'il faut faire pour bien récupérer, je pense que c'est dans le top 3. Avec Attention, c'est ça. et la nutrition. Alimentation, hydratation, repos. Exactement. Et après, tu t'entraînes convenablement. Et tu peux te complémenter si tu as des carences, ça c'est intéressant. Mais voilà, il n'y a pas de miracle, quoi, à part les mecs chargés qui peuvent récupérer plus vite, mais au dépend de leur santé aussi, quoi, sur du long terme. Ouais. Alors, je sais pas si tu as des connaissances ou quoi que ce soit, ou même si tu veux en parler, mais comment ça se passe dans le milieu pro du MMA? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des produits non autorisés ou... Ouais. Parce que j'imagine que, en fait, comme dans tout milieu pro, à un moment donné, tu es obligé En fait, de... dans tous les sports de force, j'ai l'impression, ou qui demandent du coup de grosses contraintes en termes de récupération, tu as beaucoup de gens qui prennent des produits. Le MMA en fait partie. Il n'y a pas trop de tests. Si. Il y a des tests en pro maintenant? Ouais, pro amateur. Moi je me suis déjà fait tester. Ok. C'est parce que physiquement, tu vois. Ouais, on se fait tester. Soit tu peux avoir quand tu es professionnel le test d'après-combat, tu vois. Mais tu as aussi des descentes de la FLD qui toquent chez toi à 6h du matin pour te demander de pisser dans un Ils viennent chez toi. Ah, ils viennent chez toi. Ah oui, peu importe. En De fait, manière aléatoire. t'es obligé de donner à chaque fois ta situation géographique. Ouais. Ok. Parce qu'en fait, s'ils viennent chez toi et que t'es pas là, t'as une... T'es considéré comme ok, t'es pas là, donc ça veut dire qu'ils te dopent, quoi. En gros. il me semble que t'as trois chances, un truc comme ça. Ouais, je pense. T'as 3 rappels, Tu ouais. dois avoir des manières de fonctionner, mais c'est. Ouais, non, en France on a un gros système anti-dopage. Hein. Mais par exemple, typiquement, tu vas dans les pays de l'Est, si tu vas combattre là-bas, tu peux être sûr que tout le monde est chargé. Brésil, pareil, tout le monde est chargé. C'est même sociétal là-bas. Tu vas en Pologne, tu vas dans une pharmacie, tu demandes de la TRT, t'en auras. Au Brésil, c'est pareil. Donc ouais, en MMA, il y a beaucoup de personnes qui sont dopées. Après, moi, j'en côtoie pas que je sache, ou si. Quelques-uns. Mais c'est Des surtout- amateurs ou pro? Pro. Pro. Ouais, pro amateur. Bon, alors ça se voit pas. En fait, tu vois, amateur, t'aurais... à première vue, tu dirais non, il n'y a pas besoin de se doper. Ouais. Mais si tu regardes, du moins dans le monde du body, même amateur, mec, ça s'envoie des grosses charges. Hein. Bah oui. Ouais, puis ça, en fait, il y a toute une dimension un peu sociétale aussi, c'est-à-dire que tout le monde dans la société dans laquelle on vit, on veut tout et tout de suite. Donc, il me faut 10 ans de pratique pour avoir ce physique-là. Ah bah ok, vas-y, j'ai un pote, il a pris ça, vas-y, je vais faire pareil comme lui, et puis en 2 ans, t'exploses tes perfs, et Ouais. t'as plein de boutons d'acné dans le dos, quoi, mais bon. Après, voilà, je pense qu'il faut chacun fait ce qu'il veut, hein, en fonction de ses objectifs, mais si c'est pour foutre ta santé en vrac, et que derrière, parce que ça, normalement, on fait ça pour notre santé de base, tu vois. Après, quand t'es dans le monde pro, t'es plus trop dans le sport santé. Oui, c'est vrai. T'es plus dans la performance. Mais tu as quand même des connotations après ta carrière, 35-40 ans, à plutôt du coup repasser dans du sport santé, et pour pouvoir, moi en tout cas dans ma vision que j'ai de la vie, c'est de me dire je veux être en bonne santé, je veux que mes enfants me voient en bonne santé, qu'ils voient un daron sportif, etc. et véhiculer ce genre de valeurs, tu vois.
Et je trouve que quand tu commences à... Il y a vraiment qu'une seule option où je pourrais me dire, je me charge, c'est un jour où je me pète un coude, où je me pète un genou, où vraiment là, tu sais, c'est chaud, quoi. Vraiment, c'est chaud. Tu sais très bien il y a des substances qui peuvent t'aider à récupérer beaucoup plus vite. Et là, ça pourrait être une option que j'envisagerais, Ok. tu vois. Mais sinon, pour de la performance pure, quoi, jamais de la vie, impossible. Mais vraiment, ouais, que ce soit des hormones de croissance ou quoi, si jamais tu te pètes un coude, tu vois, je peux comprendre un mec qui s'est pété un coude et parce que, bah voilà, c'est sa vie, tu vois, le sport, c'est sa vie. Il décide de prendre des substances pour... je trouve que c'est plus correct Ouais, que si c'est pour de la performance pure, tu vois. Ok. Après, c'est mon avis, hein. Là, je suis assez, comment dire... alors là, je m'ouvre un peu, tu vois, genre... ce serait le seul cas de figure qui pourrait qui pour moi justifie le fait de se charger, quoi, tu vois. En plus, t'es un relativement jeune encore. En fait, plus tu te charges tôt, Bah oui. plus ça va niquer ton Ah système ouais. hormonal. Ah oui. Ça dépend de ce que tu prends après, mais... C'est une boucle vicieuse, quoi. C'est-à-dire que si t'es même plus capable de produire ta propre testo, c'est-à-dire que tu vas être obligé de te charger toute ta vie. Ouais, en gros, ouais. C'est horrible. Tu peux arrêter après. Ouais. Ça coûte de l'argent. Ah bah oui, ça Très coûte de cher. l'argent. Déjà, quand tu vas payer un diététicien. Ah, Là, t'as oui, quoi? oui. T'as un préparateur? J'ai un prépa physique, j'ai un diététicien, mais du coup le diététicien, on va dire que je travaille avec lui de manière Ponctuelle, ouais. ouais, ponctuelle. Ouais. À chaque fois, il me fait un plan pour une échéance. Ok. Ok. Ben, j'ai mon head coach et mon coach principal, donc là c'est une asso, quoi. Et bah Fitness Park, il y a un abonnement Fitness Park pour pouvoir s'entraîner de manière un peu autonome aussi. Et puis, T'avais pas un projet de monter une salle justement ouais, si, justement, là, on travaille sur une salle. Donc là, en gros, on est, mon préparateur physique et moi, on a été contactés par des investisseurs qui, eux, voulaient investir dans le milieu du MMA. Ça a pris un peu de temps, on a discuté, on les a convaincus et on a montré qu'on était aussi de confiance. Ouais, sérieux. Et ouais, sérieux, parce que eux, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le MMA, ils sont plutôt dans l'immobilier, tu vois. Ok, pourquoi ils vous ont contacté et pas d'autres? Ça s'est fait d'une connaissance comme ça, et puis le lien a été créé, et puis de discussion en discussion, le projet a été lancé, tu vois. Et moi, vu que j'ai un master achat, donc j'ai un petit bagage aussi scolaire, et ben moi, du coup, on a discuté, et puis je me suis positionné sur la partie achat. Donc là, en gros, je suis responsable de tout ce qui est achat hors maîtrise d'œuvre pour l'élaboration de la salle, donc c'est-à-dire tout ce qui est espace de prépa physique, espace tatami. On aura un espace plutôt pratique tous, type pilates, yoga, un espace récupération avec sauna, douche froide et pressothérapie. Il y aura deux cabinets pour des praticiens. On pense à kiné et ostéopathe, mais ça peut être masseur, ça peut être, on va dire plutôt... J'ai cru qu'il allait dire maçon. Non, ouais, un maçon. Et donc là, plutôt pour la partie santé. Et tu auras aussi, ce qui est cool, c'est qu'on voulait vraiment créer un milieu de vie. Donc on appelle ça, nous, le clubhouse. C'est un endroit où tu peux te poser en mode chill dans un canapé, mais tu as aussi des espaces de coworking avec des funbox, Putain, c'est etc. stylé. Hein. C'est-à-dire que le mec qui vient sur l'heure de midi faire son cours de boxe thaï, par exemple, eh ben, il n'est pas à la minute près, et il sait qu'il peut faire sa réunion de début d'après-midi tranquillement à la salle. Après, soit repartir au taf, soit venir télétravailler, enfin bref, ça laisse pas mal de possibilités. Et donc là, c'est trop cool. Pour l'instant, on subit un peu des délais administratifs de l'urbanisme, pour des petits trucs, quoi. C'est le côté administratif qui est un peu chiant, donc ça a été un peu repoussé, mais on vise une ouverture à octobre 2025. Trop bien. Tu vois, ça va... Sur Nantes? Ouais, sur Saint-Herblain, à Saint-Herblain. Ok. Juste à côté de Atlantis. T'as la ligne 1, là, en bout de ligne 1, sera là-bas. Ok. 7 rue du Charme. Stylé. J'ai vraiment hâte. Et l'idée, c'est personnellement, du coup, de me construire un lieu où je pourrais et coacher et m'entraîner pour pouvoir optimiser au maximum mon temps, tu vois. Parce que là, aujourd'hui, je coach, mais je vais à droite, à gauche, en haut, en bas, et ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et même pour m'entraîner, on est un petit peu obligé de faire le puzzle. Parce qu'on a des salles de MMA, si tu veux, mais moi, ma salle de MMA, elle est spécialisée sol. Mon coach, c'est un prof de sol, de base, de grappling et de jiu-jitsu brésilien. Donc pour tout ce qui est striking,
donc tout ce qui est percussion, je suis obligé d'aller dans d'autres salles, que ce soit à la boxe taille ou dans d'autres sports de percussion, mais du coup c'est pas, si tu veux, c'est pas adapté au MMA quoi. Quand tu fais de la boxe anglaise, tu fais pas du MMA. C'est pas une boxe anglaise qui est adaptée au MMA. Les mecs ils vont t'apprendre à faire des grosses esquives rotatives, mais en MMA si tu fais ça, tu manges un genou pleine tête, tu vois. Donc du coup c'est compliqué de tout agencer un petit peu. Donc on est assez autonome et on fait le puzzle. Heureusement qu'on a chez Beto, donc à De la Riva, là c'est mon club principal, où on pratique vraiment le sol et qu'on va dire que c'est notre socle, notre base de là-bas. C'est vraiment intéressant, tu vois. Mais pour tout ce qui est accessoire, c'est un peu compliqué. On est obligé d'aller à droite, à gauche. Et c'est vraiment l'objectif de cette salle-là, ça va être de vraiment faire un centre de performance pour le MMA, avec des disciplines pour le MMA, des sous-disciplines pour le MMA, et que ce soit vraiment le MMA qui soit au cœur du projet. Pour tout type de niveau, que ce soit des compétiteurs comme moi, que ce soit juste des curieux, des passionnés, des gens qui sont dans la vie active, etc., et qui veulent juste passer un bon moment, enfin vraiment pour tout le monde, avec au cœur de tout ça, le MMA, tu vois. Ok. T'as déjà été à Venom dans Le Venom Training Camp, ouais, je suis déjà passé. T'as déjà été ? Ouais. Ce sera à peu près le même style, Ouais, dans un peu plus grand. Mais je crois que non, on sera en termes d'infrastructure. Non, je pense qu'on est largement plus petit. Hein, parce que là-bas, il doit faire au moins 1000 mètres carrés la salle là-bas, non? Je sais pas, j'y suis allé une fois, justement, j'étais avec Benoît Saint-Denis et Oui. Daniel, Ok. quand ils étaient encore ensemble. Ouais. Ouais. Mais les infrastructures sont cool, quoi. Ouais, là-bas, c'est vraiment le top. Nous, pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 800 mètres carrés la salle. Tu auras un tapis, enfin un espace tatami et cage de 150 mètres carrés. Avec une cage homologuée, c'est ça qui nous manque aussi à Nantes, on n'a pas ça, on n'a pas de cage homologuée. Donc c'est comme si tu t'entraînes au foot, toute la semaine tu t'entraînes au soccer pour jouer sur un terrain de foot à 11 le week-end. Forcément, t'as pas les mêmes ressentis, etc. Donc ça va être super intéressant. On aura un espace préparation physique de 100 mètres carrés et après on a tout ce qui est un peu plus annexe qui vient compléter le tout, tu vois. Mais nous, ce qui était essentiel pour nous, c'était la cage, quoi. Bien sûr. La cage haute dimension de compétition pour pouvoir travailler tous les aspects du combat et surtout la mise en situation, une grosse mise en situation, quoi. Donc ça va être trop bien. Et le but, c'est de faire une salle qui regroupe tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es de tel ou tel club que tu pourrais pas venir dans cette salle-là, tu vois. Parce qu'il y a des petites guerres entre les clubs, tu vois. Je crois que, moi j'y étais pas encore, mais historiquement, il y avait des clubs qui étaient ensemble qui se sont dissous sur Nantes, etc. Et là, l'idée, voilà, c'est d'apporter un outil à tous les combattants nantais, parce qu'il y a vraiment un bon niveau, il y a du monde qui aimerait pratiquer. Donc là, c'est essayer de venir réunir tout le monde dans cette salle et que tout le monde y trouve son compte et que tout le monde puisse profiter de cet outil-là qui va être créé et pour pouvoir faire en sorte que tout le monde progresse et de faire de Nantes une ville de MMA, tu vois, une ville. Là, c'est trop bien. Mais tu sais que je suis sûr qu'il y a plein de mecs, comme nous, tu vois, qui aiment bien le sport, qui n'ont jamais fait de sport de combat, et qui aimeraient bien potentiellement faire des joujou un peu, tu vois. Des initiations. Ouais, initiation, ou même s'entraîner, tu vois, de manière régulière. Bien sûr. Mais qui n'y vont pas parce que c'est un sport qui est encore très axé sur du milieu associatif. Avec des clubs qui sont assez fermés, faut limite venir en début d'année pour... c'est compliqué d'arriver en milieu d'année et d'intégrer un groupe, tu vois. Je te parle d'un concept qu'on aimerait mettre en place dans cette salle. Vas-y. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, demain, tu veux faire un futsal ou tu veux faire un paddle ou si c'est paddle ou squash. Ouais, paddle. Tu fais quoi? Tu chauffes tes potes. Les gars, vous êtes chauds, on va faire un paddle. T'appelles le paddle, tu réserves ton créneau, ton heure. Et nous, on va faire pareil là-bas. C'est-à-dire que vous êtes tes potes, vous êtes 5-6, vous aimez bien vous foutre un peu sur la gueule de temps en temps. Allô, ouais, on aimerait bien réserver 1 heure la cage pour tel créneau. Tu viens qu'avec tes potes, tu sais que vous avez le même niveau, que ça va être bon délire, et que tu utilises la cage ou les sacs de frappe, etc. Ouais, c'est trop bien. Mais en gros, tu réserves ça dans ton intimité, et nous, sur nos temps morts, en plus, surtout, en termes, c'est intéressant pour faire marcher la salle quand il n'y a pas les cours, etc. C'est-à-dire sur les temps morts, par exemple le samedi après-midi, etc. Toi, tu peux décider de venir faire ton petit tes sparring avec tes potes, voilà,
dans un milieu sain, parce que tu sais que t'es entre vous, entre personnes qui se connaissent, et puis t'es éclaté comme ça, tu vois, suivant les niveaux et tout. Je pense vraiment que ça va être. Ouais, c'est stylé. C'est bien. Ça peut bien fonctionner, tu vois. Ça peut être, et puis ça peut être, je pense. Un point de départ pour des gens qui veulent commencer c'est ça. sans. Et puis du coup, même par exemple pour la préparation physique, l'espace préparation physique, tu peux faire la même chose. Pour l'espace sac de frappe, tu peux faire la même chose. L'espace tatami pour des personnes qui voudraient faire que du grappling ou du jiu-jitsu brésilien, tu fais la même chose. Ok, trop bien. Donc voilà un petit peu vers quoi on se dirige. Et j'ai hâte que ça prenne forme. C'est un peu long là, on est impatient, mais bon, faut être patient, quoi. C'est des beaux projets quand même. On va prendre son temps pour bien faire les choses. Exactement, ouais. Bah, c'est bien, de toute façon on n'a pas le choix, l'urbanisme il nous donne le temps, t'inquiète. Ouais. Putain, l'enfer. Ah ouais, après c'est bien parce que même nous, tu vois, moi je suis jeune, ça me confronte aussi à la réalité de l'administration française, ça prend du temps, il y a toujours des imprévus, et il y a des décideurs surtout. C'est-à-dire que là, c'est parce qu'il y a une personne qui décide que non, il y a un truc qui va pas dans le dossier, il faut revoir ci, il faut revoir ça, tu vois. Donc, du coup, voilà, ça te force aussi à chercher, quand tu construis des dossiers et tout, à être le plus carré possible, à réfléchir à toutes les options qui pourraient faire qu'il y a des discussions autour de ça, etc. Et je pense que du coup c'est bien parce qu'en termes d'éducation, et ça montre aussi que quand tu fais du MMA, si tu veux, t'es obligé aussi de construire un après, tu vois, donc ça rentre dans toute ma pédagogie, dans toute ma façon de voir les choses. Le MMA, tu vois, en tant que sportif, ça va être un outil aussi pour qu'après mes 35-40 ans, bah, je fasse autre chose, toujours dans cette sphère-là, tu vois. Et du coup, c'est trop bien parce que ça s'est enclenché un petit peu. En fait, j'avais une vision globale des choses et je vois que petit à petit, Tu prends. ça va dans cette direction-là et ça montre bien que tous les efforts que j'ai pu faire, ils commencent à payer ou du moins ils commencent à fleurir. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Et tu te vois où, genre dans 5 ans et dans 10 ans quand tu auras arrêté le MMA? J'espère. Alors, tu vois, je vais te donner mon rêve. Mon rêve, c'est quoi? Dans 10 ans, économiquement, je suis bien, mes affaires, elles tournent. Moi, j'ai une petite maison à la campagne, j'ai mes poules, j'ai mes abeilles, je fais mon miel, tu vois, j'ai mes petites bêtes, tranquille. Lui, il a même vie que nous en fait. J'ai mon petit home gym, allez, peut-être je fais un peu de coaching ou quoi, mais vraiment, je suis en mode tranquille, à la campagne. Je crois que c'est vraiment un délire breton, ça. Genre, Ah, je sais Non, pas. je pense que c'est le universel, breton mais- rural. Là, tu me feras pas Dubaï, tu vois. Ouais, non, C'est bien pas ce sûr. qui m'intéresse. Mais non, en fait, une vie simple, hein. J'aimerais juste avoir une vie simple, aimer ce que je suis en train de faire, avoir des projets, parce que je pense que c'est ce qui anime aussi, ce qui nous anime, tu vois. Bah, pas tout le monde, hein. Pas tout le monde. Pas Hein. tout le monde, mais après, en tout cas. C'est un mindset spécifique. c'est hein. ça, ouais. C'est un Ouais. mindset mature, je pense, que tu acquiers. Je sais avec, pas, parce que soit t'as des le gens temps, Il y a des gens matures qui s'en foutent d'avoir des projets. Je pense que c'est une question d'ambition un petit peu aussi, hein, Ouais. ambition de personnalité. Il y a des gens qui, entre guillemets, faire leur 8 heures de taf dans un taf tranquille, ça leur va bien aussi. Mais quand je sais pas, je sais pas si c'est rêveur ou si c'est juste tu veux vivre ta vie, tu vois. Je pense que quand tu veux vivre ta vie et être en contrôle de ce que tu fais, quand tu veux et être autonome, je pense que cette vision-là de la vie, elle nous va bien, tu vois. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu. Tu vois, j'ai goûté un peu à l'alternance, j'ai goûté aux grosses boîtes. Tu vois, je travaillais à la SNCF en alternance pendant 5 ans. Ben, non, Non, vraiment plus pas. jamais. Bah, ouais, non. Vraiment pas, il a dit. Mais d'un côté, je comprends les gens, ils savent qu'ils font leur. Bah, c'est une 35, sécurité. 39 heures, ils sont en sécurité, ils ont leur salaire, ils posent leurs vacances quand ils veulent. Tu vois, quelque part, parce que vous êtes auto-entrepreneur aussi, tous les deux. Bah, moi j'ai ma boîte. Ah oui, toi, t'as ta boîte. Et il y a le gros souci qu'on peut avoir, c'est que si on sait que si on taffe pas, ou qu'on. Par exemple, dans le coaching, si je coach pas, bah, je rentre pas d'argent, tu vois. Ouais. Je peux partir en vacances, mais je rentre pas d'argent. Mm. Donc je peux comprendre les gens qui se disent ok, bah, moi j'ai mon 35 heures, mon 39 heures, je suis bien, je me prends pas, j'ai un patron pas trop chiant, je me prends pas trop la tête. Mais moi ça me convient pas du tout, tu vois. Mais ouais, donc idéalement je me vois bien comme ça, tu vois. Ok. Tranquillement, une petite vie est bien, et puis aussi j'imagine bien coacher, tu vois. Je coach un peu, je fais des initiations MMA un peu partout, tu vois. Et j'aime bien coacher, en vrai, j'aime bien partager. Vraiment, c'est ce qui est génial, que tu sois en tant que quand tu as la casquette de coach ou de combattant, bah, en fait, c'est tout le temps du partage.
Tu as des gens qui vont partager leur technique avec toi, leur expérience, des fois leur énergie. Enfin, vraiment, c'est vraiment c'est tellement spécial ce qu'on fait, c'est-à-dire se taper dessus avec quelqu'un, c'est tellement. Ça peut paraître tellement violent et tout, mais au final, c'est tellement pudique aussi à la fois, tu vois. Enfin, genre, en fait, non, ça gomme la pudeur un peu. C'est-à-dire que quelqu'un que tu connais pas, tu vas te taper avec lui, t'as l'impression que après ça pourrait être ton meilleur pote, tu vois, parce que t'as vécu un truc tellement intense avec cette même personne-là que ça gomme toutes les barrières, tu vois. Et c'est ça que je trouve génial dans ce sport. Et puis ça nous rend humble aussi, tu vois. Ouais. Vraiment, ça te rend humble. Quand tu te fais nettoyer par des mecs, tu te crois chaud, tu te dis ah j'ai progressé et tout là, ça fait 6 mois que je charbonne comme un fou, tu vas à l'entraînement, tu te fais massacrer, tu sors de là, t'as envie de pleurer comme une petite fille. Et vraiment, hein, ça te fout, tu te dis putain, ouais, bah, ça te rend humble quoi. Et c'est génial. Ça, c'est bien. C'est génial. En vrai, c'est génial. C'est hyper satisfaisant comme sport. Parce que tu as toujours des choses à bosser, tu as toujours des axes de progression, et tu as toujours un mec qui peut te foutre plus bas que terre, tu vois. Et c'est ce que je recherche moi là-dedans. Ouais, ça paraît sado un peu. Non, c'est cohérent. C'est cohérent, tu vois, c'est un peu, je trouve, ce qui manque dans les sports individuels comme la force athlétique, etc. C'est que tu te confrontes très rarement à... Enfin, tu te confrontes en compétition, mais c'est pas du direct, tu vois. Chacun fait sa perf. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'affrontement 1v1 par exemple. Ouais. Où t'as pas de... Tu perds, mais il y a moins d'ego qui rentre en jeu, peut-être. Il y a moins ce truc, tu vois ce que je veux dire. Bah, de toute manière, la bagarre, ça reste le truc le plus ultime, quoi. Tu peux tomber n'importe quel athlète. Contre n'importe quel athlète, tu peux perdre, je sais pas moi, à la course à pied, au sprint, à la force athlétique, à ce que tu as envie. Mais si tu gagnes contre lui à la bagarre, au final, bah... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est l'homme primaire. C'est l'homme primaire, mais c'est ce qui nous anime, je crois. Quand t'es petit, c'est ça, c'est le plus fort à la bagarre qui est le roi du monde. Ouais, qui est respecté. Mais c'est dans nos codes, je pense, hein, c'est génétique. Mais après, voilà, il faut que ce soit sain. Quand c'est sain, ça va. Quand c'est accepté des deux côtés, quand c'est de la violence. Bah, quand c'est censé être cadré via le sport, oui, c'est ça, ouais. C'est censé être sain de base. Ouais. Mais c'est ce qui rend. Ce qui rend ces sports un peu fous et puis un peu addictifs, quoi. Et moi, c'est ce qui me plaît, la confrontation, c'est génial, tu vois. Et au plus loin de tout ça, c'est-à-dire, c'est que, parce que, tu vois, par exemple, là, je vais m'entraîner à l'US Métro, ou je vais m'entraîner dans des grosses teams françaises, tu vois. Et ben, t'y vas avec la boule au ventre, la boule au bide, tu vois, parce que tu sais que tu vas dans un club où personne te connaît, tout le monde va vouloir te tester, et t'y vas vraiment, t'es pas bien, quoi. Tu te dis, mais pourquoi je vais là-bas? Des fois, t'es presque en train de te dire, putain, j'espère que le métro il va tomber en panne, tu vois. Et tu te trouves, mais en fait, c'est un schéma mental, ton cerveau il te trouve 1 million d'excuses et tout, et toi t'es là, ferme-la, je m'en fous, j'irai. T'y vas, tu te rends compte que tu te confrontes avec les gens, on te teste, ça se passe plus ou moins bien, mais t'en sors grandi, quoi. Tu te dis, putain, mais quel kiff. Bah, heureusement, Dieu merci, j'y suis allé, Dieu merci, j'ai réussi à vaincre un petit peu toutes ces appréhensions que je pouvais avoir, et là, comment je me sens bien et comment je me sens grandi. Tu rentres dans ton club après, où tu es là dans un espace plus familial ou bah, dans ta zone de confort en fait, et bah, du coup tu es plus détendu, tu es plus relâché, bah, tu performes mieux, tu vois. Et le fait d'aller chercher à élargir sa zone de confort sans cesse, bah, c'est hyper satisfaisant et hyper... ça demande beaucoup d'énergie, mais quand tu le fais et que tu vois que tu es capable de le faire, bah, c'est là, moi c'est vraiment... c'est ce que je vais rechercher dans le sport, tu vois, dans ce sport-là du moins. Mais un peu partout, hein. J'aime bien aller me challenger tout le temps, tu vois. Parce que je suis dans une logique où je suis obligé de me faire souffrir pour pouvoir après profiter de moments de calme ou des moments où je me fais plaisir, tu vois. Okay. Après, des fois, ça prend un petit peu sur du... Sadomasochisme. Non, mais sur des choses un peu malsaines, dans le sens où du coup, tu as la sensation que si, par exemple, tu es un dimanche à la maison en train de te reposer, t'as pas le droit de te faire plaisir, tu vois. Et du coup, tu tombes dans des fois, je devrais me dire, bah non, là aujourd'hui, chill, récupère, t'as fait une semaine d'entraînement. Et ça, c'est compliqué, hein. Même avec le taf, c'est compliqué. Bah, parce que moi, je le vois, tu vois, comme toi, tu vois, j'aime bien avoir des projets et essayer de les mener et tout. Et dès que finalement, je suis dans une période où j'ai plus de nouveaux projets, où j'avance pas sur mes projets,
et ben tu vois, je me sens mal à l'aise de pas avancer là-dessus, Ouais, tu ouais, vois. tu te culpabilises, Ouais, voilà. tu crées de la frustration, tu vois, alors que tu devrais pas, justement. Bah non. Parce qu'en plus, souvent, quand tu fais une pause, quand tu reviens sur un truc, Ouais, ça peut être bénéfique. bah, c'est bénéfique, parce que du coup, t'as téléchargé mentalement, tes idées, elles sont plus claires, plus nettes. Mhm. Mais il y a énormément de similitudes entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau. Moi, je trouve qu'il y a vraiment plein de choses qui, Qui convergent. qui convergent et qui sont en parallèle. Tu vois, il faut être discipliné, faut tout le temps te remettre en question, il faut avoir beaucoup d'abnégation. Des fois, ça ne fonctionne pas, tu te casses la gueule. Il faut comprendre pourquoi et il faut continuer. Parce que tu vois, un truc que j'aime bien dire, et pour moi, il n'y a que l'abandon qui est définitif. Tu vois. Tant que tu décides que c'est pas fini, Ouais. tu peux réussir à. Bah, réussir. Tu vas réussir. Mais par contre, si tu abandonnes, bah, c'est définitif. Si tu abandonnes, c'est fini. Il n'y a personne qui va te dire de continuer. Et si toi, tu n'as pas décidé de continuer, bah, c'est mort. Mais par contre, Intéressant ça. Seul l'abandon est définitif. Ça sera le Ouais. titre du podcast. Non, mais tu vois, typiquement, j'ai commencé avec 3 défaites, moi, dans ma carrière amatrice. Tu t'es arrêté. Si je m'étais dit, si j'avais écouté des gens qui Ouais, m'avaient tu dit. peux dire c'est ouais, pas je fait suis pour nul. toi, Ouais. Ou si j'étais resté sur le bah, je suis nul, vas-y, laisse tomber, c'est pas pour moi. Mais au moins, j'aurais essayé, tu vois. Bah non, tu vois, je ne serais pas là. Aujourd'hui, j'ai aussi allé chercher 4 victoires, tu vois. Et demain, bah, je vais essayer de continuer à aller chercher des victoires, d'autres victoires, d'autres victoires. Et il y aura sûrement d'autres défaites aussi, tu vois. Mm. Mais au moins, j'ai goûté à ça. Je sais ce que c'est. Et, et puis voilà, je sais que ça s'arrête pas à ça, tu vois. On prend l'exemple de Benoît Saint-Denis. Là, j'espère lui qui va gagner. Et Ouais. même si demain il perd, bah, j'espère qu'il va quand même continuer à s'accrocher. 3 défaites, en vrai, c'est rien. Enfin, là, en plus, on spécule, mais même 2 défaites. Si demain il enchaîne 6 victoires après. Et par contre, s'il arrête, on va pas savoir. Bah, après, tu vois, il y a une notion aussi de. Bah là, t'es encore amateur, du coup, tu Oui, peux bon, te permettre. C'est complètement différent. Lui, la différence, c'est que bah, il n'est pas forcément le seul maître de son destin, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que si l'UFC décide de plus lui donner la chance, Mm. bah, il peut aller autre part, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais il y aura plus Oui, cet t'auras effet plus, et UFC qui est vraiment ouais, près bien de sûr, dedans. c'est sûr. Puis Mais après, oui, dans l'idée. l'idée, c'est ça, quoi. ouais. C'est de pas rester. Puis après, bon, lui, il a la santé aussi, parce que Ouais. il a pris des combats très durs et puis il a pris beaucoup de coups, tu vois. Ouais. Donc ça joue aussi. Il faut savoir s'arrêter au bon moment aussi. C'est vrai. Mais l'un dans l'autre, si c'est le MMA qui doit arrêter, bah, j'espère qu'il aura d'autres projets qui vont l'animer et qui Oh, bah ça, j'imagine. J'imagine que Ouais. des mecs comme ça, de toute façon, mentalement, ils sont tellement solides et tellement ambitieux. C'est sûr qu'ils vont réussir une fois que tu es capable de faire autant de sacrifices, etc. Derrière, moi, je me fais pas de soucis pour un gars comme ça. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire que pour les jeunes qui commencent, forcément, faut pas s'attendre à que ce soit comme sur TikTok ou Instagram, que d'un coup, ok, tu vas devenir riche, tu vas avoir la fame et tout va te réussir. Ah non, mon pote, tu vas te bouffer des murs, tu vas te casser les dents, mais bon, voilà, et c'est là on va voir si tu es fait pour ou non, tu vois. Ouais, ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps, c'est de l'investissement. Tu as des gens à côté de toi qui sont très doués, pour eux tout marche bien vite. Tu te dis putain, et comment ça se fait? Mais par contre, c'est des gens qui n'auront pas forcément une appétence pour le travail, et à un moment ou à un autre, bah, ça va pas aller à leur avantage. Et toi, tu vas commencer petit à petit, te rapprocher de leur niveau, hop, et puis à un moment, tu vas les dépasser, et puis ils seront dans ton rétro. Je le vois, tu vois, parce que moi, je me sens pas très talentueux dans ce que je fais, tu vois. Je kiffe ce que je fais, mais je sens qu'à côté d'autres personnes, j'ai des facilités et tout, mais je me sens pas. Doué naturellement. Ouais, voilà, je sens pas. Je suis pas un magicien, tu vois. Mais par contre, je sens qu'avec mon travail, avec ma ferveur de continuer, tu vois, vraiment à être focus là-dessus, bah, je sens que ces personnes-là, au tout départ, quand je commençais, qui étaient très, très talentueuses, bah, aujourd'hui, je commence à les dépasser petit à petit. Mais je sais pourquoi, parce que moi, je suis discipliné et je travaille, et eux, c'est pas le cas. C'est tout. Ok. Et- Ceci n'est pas de la chance. Ouais, ceci n'est pas de la chance. Tu l'as vu, la pub Oui, Broadway bah, bien sûr. Mais c'est exactement ça, en fait. Ah oui, c'est ça, ceci n'est pas de la chance. C'est du travail, et on le voit pas, parce que moi, j'essaie de communiquer sur les réseaux, mais j'ai du mal à tout le temps me filmer, etc. Parce que je me dis, je dois tellement être concentré sur ce que je fais. Si je mets une caméra ou si je pense plus à me filmer qu'à m'entraîner, bah pour moi, ce sera pas cohérent. Tu vas te dénaturer aussi, peut-être, Ouais. avec les caméras. Ça me dérange pas quand tu viens me filmer, t'inquiète, hein, je serai concentré, y a pas de souci. Mais le fait que je dois penser à tel Ouais. plan, ou là je mets
mon Ouais, téléphone comme ci, en gros, comme faut que ça. tu arrives à faire un peu de thunes pour justement avoir un diète, un préparateur physique, un caméraman. Un monteur. Ok. Ouais, c'est ça, ce serait Ouais. top. Ok. Mais c'est des choses où tu es obligé d'y penser parce que c'est dans l'air du temps, hein, et que Hmm. si tu as des mecs que tu les connais pas, c'est des tueurs à gages, mais tu les connaîtras jamais parce qu'ils sont pas capables de le faire, ça. Ou alors, du moins, ils ont pas identifié que c'était important pour savoir se vendre et savoir, du coup, intéresser des gros orgas qui vont, elles, te payer et te médiatiser, tu vois. Ouais. Ok. Voilà, après, c'est une question de. Puis il y a des gens, ils s'en branlent, hein, ils s'en foutent, hein, et pour eux ça leur va bien comme ça. Mais si tu veux vivre du MMA, t'es obligé de tabler là-dessus, sinon c'est mort. Ouais, bien sûr. Sinon, c'est mort. Ok. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je sais pas si tu as d'autres questions, mais pour moi, ça me J'avais paraît des questions, complet. mais tu vois, on y a répondu plus ou Ouais. moins au fur et à mesure, donc ça c'est bien. Non, mais en tout cas, là, c'était complet. On a pu voir ce qu'on voulait, tu sais, un peu parler de complémentation, de mindset, de toi. Donc, je pense qu'on a fait le tour et Quand la salle elle ouvre, on ira voir. ouais, on ira Je voir. pense qu'on ira filmer. On pourra faire une petite vidéo. Ouais, vous pourrez, et moi de mon côté, là j'essaie de travailler pour pourquoi pas les mettre après du matos Broadway Complément, ouais. en complément en vente. Ouais. Parce que on travaille là, je travaille sur du merch là. Pouah, c'est chaud de trouver des fournisseurs sur du matos de sport de combat. Parce que l'idée en gros c'est de personnaliser pour déjà de l'immersion et tout le matos de frappe, etc. C'est-à-dire les palettes, les PAO, les sangles de frappe, etc. Le but c'est vraiment d'essayer de tout personnaliser. Et là forcément tu es obligé de te diriger vers les marchés chinois Ouais. ou pakistanais. Thaïlandais c'est plus chaud à trouver parce que c'est eux qui gèrent tout, quoi. C'est une galère. Et donc, donc l'idée pour compléter le truc, c'est que nous, on veut vendre du matos. Et puis, en fait, qu'il y ait tout à portée de main. C'est-à-dire, Ouais. ah tiens, j'aimerais bien me complémenter en prot, etc. Je sais pas trop quoi prendre. Ah bah tiens, ouais. Ça tombe bien, ouais, un petit paquet de Lingainer, là. Je prends un peu de masse, mon grand. Allez, hop. L'idée, c'est de travailler comme ça. Ouais. C'est cool. Bah, Et du écoute, coup, et aussi, t'as les contacts, hein. bah oui, typiquement, tu vois, ce qui peut être valorisant, c'est même pour les marques, leur dire, ben voilà, vous travaillez avec nous, et nous on travaille avec vous. Puis à côté, bah, si vous pouvez prendre aussi nos athlètes en sponsor, etc. Tu vois, c'est d'amener les choses aussi comme ça. Ouais, carrément. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de trouver des sponsors, tu vois. Parce que le sport est jeune, souvent, il n'y a pas forcément très bonne réputation. Et donc des fois, ça peine un peu. Mhm. Pour des gars, c'est pas facile. Ok. Ou alors soit c'est très t'es street, tu vois, très street, c'est des sponsors street, genre fast food, Ouais. t'as quoi, t'as fast food, t'as barber et tout, un peu street, tu vois, mais bon, tu vois, là, tu tombes un peu dans des stigmates aussi, des C'est pas très stigmatisations, lié tu au vois. sport, quoi. Non, non mais Food Corner, genre, tu vois, qui Ouais. s'intéressent de ouf. Mais du coup, ils ont un petit peu bougé je trouve leur marketing et tout. Au niveau du MMA, c'est très propre ce qu'ils font. Ils sont en partenariat avec l'Hexagone MMA, Mhm. ils font des survêtements qui sont moins stricts du coup. Et ils ont un peu changé leur direction, je pense. Ok. Et ça, c'est cool. Mais du coup, moi, tu vois, l'idée, c'est que j'essaie de tabler sur le fait que je suis un personnage, tu vois, je suis qui je suis, et j'essaie vraiment de garder mon identité, ma personnalité, de mec pas street, tu vois, de mec qui a fait des études, tu vois, ça me va bien aussi, mais qui peut vraiment apporter de la valeur ajoutée aux marques. Quand je parle, quand je raconte des choses, tu vois, j'essaie d'être toujours clean, d'être propre, d'être pro. Et je trouve que ça c'est intéressant parce que du coup ça ouvre le MMA aussi pour Ouais. montrer à tout le monde que n'importe d'où tu viens, que tu sois un gars de quartier, que tu sois un gars, un breton là, des zones rurales comme moi, tu vois, que tu sois un petit bobo ou autre, si t'en veux et si t'as les tripes pour, bah tu peux réussir, c'est tout. Ok. Stylé. Ouais, je trouve que c'est ça. Et puis comme ça on sort aussi bah, voilà, des stigmatisations du sport ou des caricatures qu'on pourrait faire, tu vois. Et c'est ce qui est génial dans le MMA, c'est que tu retrouves vraiment des gens de plein de communautés, de plein de religions, de plein de cultures différentes. Et en fait, quand tu discutes avec ces gens-là de n'importe quel horizon, qui sont déjà dans une optique de partage aussi et qui s'ouvrent au final, tu vois, à ça. Mais quand tu discutes, tu te dis, bah au final, on est tous pareils, c'est ça qui est génial, tu vois.
chacun respecte chacun, personne n'essaye d'imposer quelque chose à l'un ou l'autre, tu vois, et ça c'est incroyable. Tu vois, nous par exemple, il y a beaucoup de musulmans comment dire, dans les sports de combat. Bah, tu vois, pendant le ramadan et tout, les mecs, eux, ils boivent pas, ils vont jamais stigmatiser quelqu'un parce qu'il lui est en train de boire devant ou quoi, tu vois, enfin, c'est vraiment... Et souvent, toi, vu que toi, tu sais que les gens, tes camarades d'entraînement font le ramadan, bah, t'évites de boire devant lui aussi, tu vois, enfin, il y a vraiment, je trouve, une cohabitation très saine. T'as des mecs, t'as des tolards, t'as des flics, enfin, tu vois, mais en fait, personne, on te respecte en tant que combattant, c'est tout, tu vois. On te respecte pour ce que tu es, le combattant, et pas pour la personne que tu es à côté, tu vois. Et ça, c'est vraiment trop cool. Ça, c'est une des forces du sport. Quand tu vois le foot ou le rugby et tout, les gens, ils sont tous unis derrière la même équipe, le même machin, et tu vois, ça unit tout le monde. Ouais, c'est clair. Et puis tout le monde respecte les croyances ou les pratiques de tout le monde, tu vois. Ça c'est top. Sans rien imposer à personne. Et tu peux en discuter avec eux. Avec eux ou avec n'importe qui, tu vois. Moi, je discute souvent. Je suis d'origine chrétienne catholique, tu vois. Je passe du temps à Évangélise, c'est bien. ouais. Je passe du temps à parler avec mes amis musulmans, tu vois. Et puis et c'est bien, c'est comme ça que tu t'ouvres, tu comprends, tu essayes de te dire ok, mais vous, c'est quoi, vous croyez en quoi, c'est quoi les différences. Puis au final, tu te rends compte qu'il n'y a pas énormément de différences dans les grandes lignes, tu vois. Au final, on est tous une religion de paix, et puis voilà, c'est tout. Mais moi, je trouve que c'est trop cool, tu vois. Je m'ouvre à tout le monde et ça me fait voyager en vrai. Ça me fait vraiment voyager, ça me donne envie de découvrir plein d'endroits, tu vois. Voilà. Ok, bah, trop bien. Et j'espère que le podcast vous a plu. C'était le premier podcast avec invité. Premier podcast avec invité. On a un autre podcast là dans quelques jours avec un deuxième invité. Et on va essayer d'inviter le plus d'ambassadeurs Broadway possible. Et puis voilà, si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires de ouf, histoire qu'on puisse discuter ensemble. Et abonnez-vous à son Insta.